Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire ce soir, une fin de saison à couper le souffle autant sur le terrain qu'en dehors. On le verra dans le tour de table. 20h15, le Stade Français in extremis, une victoire contre Lyon. Un petit point synonyme de maintien. On en parlera avec Julien Tastet, l'entraîneur en charge des avants parisiens. 20h30, il portera les couleurs de Northampton la saison prochaine et lutte avec Clermont pour la qualification dans le top 6. Anthony Bello sera notre invité à 20h30. Donc 20h45, Toulouse battu par le Racing, une deuxième défaite en 3 semaines. Est-ce grave, docteur? On en parlera avec Yohan Uger et Philippe Swanguero. Et vous, les auditeurs au 0826 300 300 pour réagir, bien sûr, vous êtes les bienvenus au standard. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe Swanguero. Bonsoir à tous. Ouais, c'est encore un petit coup de Quentin, ça, qui n'a pas ouvert le micro. Je l'ai vu. Voilà. Non, mais il a un bouton devant lui. il est encore jet-lagué de son enterrement de vie de garçon à Barcelone, là, je le vois. Ça sera aussi un des temps forts, j'ai pas dit dans le sommaire, mais un des temps forts, bien sûr, de cette émission. On essaiera de savoir ce qu'il s'est passé réellement. On ne sait pas où, en Espagne, mais en tout cas, voilà. Mais même si on dit même que ça si cela ne nous regarde pas. Ben voilà, c'est tout à fait. Est-ce que Yohan Uger est là? Bonsoir, Yohan. Il est pas là encore. Non, il prend son temps. Ah ouais. Oh là là, on va sanctionner. Tiens, on va commencer avec les news parce que forcément Yohan il a toutes les news, mais Quentin aussi. Bah oui. Et on va démarrer avec la Ligue nationale de rugby qui a annoncé ce lundi matin la rétrogradation du Biarritz Olympique en national pour la prochaine saison, avec par ailleurs un retrait de 6 points. Le club basque va évidemment faire appel. 2 ans après sa relégation, Carcassonne fait son retour en Pro D2 après sa victoire sur le fil contre Chambéry samedi en finale de national 24-23. Carcassonne sera donc en Pro D2 alors que les Savoyards défieront Aurillac en barrage d'accession. Pierre Caillé, l'entraîneur de l'AS Béziers Hérault, a été invité à quitter le club après une réunion avec ses dirigeants. Aujourd'hui, les joueurs de l'ASBH ont publié une lettre ouverte pour soutenir leur coach et pour souligner le manque de visibilité sur l'avenir du club. Et puis, une date particulière pour l'ouverture du tournoi à destination 2026. Le premier match aura lieu un jeudi soir. Ce sera France-Irlande le 5 février à 21h10. Ensuite, l'équipe de France reprendra un rythme plus normal avec des rencontres le samedi ou encore le dimanche. Mais voilà, le premier match de tournoi à destination, ce sera un 5 février, le jeudi. Alors une date particulière puisque le vendredi, il y aura l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Oui, effectivement. Philippe, ça nous fait réagir ça quand même, parce que c'est vrai qu'on se souvient que le tournoi à destination un vendredi soir, déjà ça avait quand même semé un petit peu le trouble. Je crois que ça avait démarré au Millennium à Cardiff. Il y avait une belle ambiance, mais en tout cas les audiences télé étaient moins bonnes. Là, un jeudi soir, on va dire, on s'inquiète pas spécialement pour les audiences télé, mais peut-être pour la fréquentation au stade, non? Forcément, les supporters vont être un peu lésés, en tout cas ceux qui habitent en région. Alors forcément, mais après, le tournoi est toujours un tel événement, et puis on voit à quel point le 15 de France fait recette, que je suis pas très inquiet par rapport à l'affluence au stade, surtout sur une telle affiche. Donc c'est vrai que c'est une originalité, il faut être capable de s'adapter. Alors on l'a dit, on en parlait hors antenne, mais j'ai vu que potentiellement le fait que le match se joue le jeudi, ça renforce l'hypothèse des droits attribués pour la prochaine échéance à France Télé. A priori, tout ça n'est pas encore décidé. Il y a toujours match entre France Télé et TF1 pour les droits. Donc, on connaît le jour et l'heure, mais on ne connaît pas encore la chaîne. Est-ce que ça ferait réagir, ça, Yohan Uger, s'il était connecté? Bien sûr. Bien sûr. Mais certainement s'il était connecté. Bon. Mais après, on ne connaît pas non plus le lieu du match. Ah ben ça sera. Non mais là a priori ce sera Stade de France. A priori. Non mais GGL a été officialisé dans la concession. Là je vois plus de sujet de débat. Donc la fédération dans le deal avec GL, on l'a dit souvent, notamment sur nos émissions du vendredi, se laisse la possibilité dans le contrat de jouer certains de ces matchs à l'extérieur, mais ils vont forcément choisir des matchs avec lesquels ils sont pas sûrs de faire le plein au Stade de France pour aller en province, aller remplir les stades de Lille, de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, mais pas sur une affiche comme ça. Ouais, d'ailleurs, un communiqué aujourd'hui est parti de la fédération, a été publié aujourd'hui, disant qu'effectivement, il y aurait plus de matchs de l'équipe de France en région. On va dire, alors sans doute des tournées de novembre, enfin, en tout cas. Ouais, une partie des matchs. Mais en tous les cas, faut réexpliquer, parce que pour ceux qui suivent pas les chroniques écho du vendredi, que en fait, aujourd'hui, le coût de location du Stade de France a été renégocié à la baisse de façon assez importante par
la Fédération française de rugby. Mais malgré tout, sur des matchs où tu sais que tu vas faire 50, 55, 60 000, le coût de location du Stade de France reste élevé. Il vaut mieux aller remplir un vélodrome ou un stade Montroy à Lille que de jouer au Stade de France. Et en plus, ça amène le 15 de France dans les territoires et ça renforce le sentiment d'appartenance au rugby français. Donc tout ça est plutôt intéressant et c'est à la main de la Fédération française de rugby. Voilà, Biarritz relégué sur tapis vert. Voilà, c'est ce qu'annonçait la LNR. Quentin le disait, ça fait réagir parce que quand même c'est voilà, ça a l'air un petit peu opaque. Enfin, un petit peu tout ce qui se passe en arrière-boutique. Ouais, ça nous échappe un peu. Ça nous échappe un peu. Et puis il y a le sujet d'Arnaud Dubois qui cristallise forcément quand même beaucoup de choses autour de la Ligue nationale et de la 2R parce qu'il est quand même impliqué nommément et directement dans l'affaire Jaminet avec le Stade toulousain. Il est dit à demi-mot que c'est lui qui a fait l'intermédiaire pour l'escroquerie entre guillemets dont a été victime le Stade avec la société dans le Pacifique. Bon, enfin, donc forcément il y a de la vigilance autour du personnage et donc il est forcément scruté. Moi je crois que Biarritz va se sauver. Je ne connais rien à la situation, mais en fait ce que je sais c'est qu'a priori il y a quand même Pierre-Édouard Stérin qui a des moyens assez considérables, qui est un milliardaire français qui s'est investi dans le club, qui a demandé des garanties à Sean Egarty et à Arnaud Dubois qui visiblement ont été acceptées. Donc après c'est à sa main. Est-ce qu'il aura la volonté de donner les garanties à la 2R parce qu'il les a, c'est sûr. Après il faut voir quel est le niveau de la dette parce qu'en fait la façon dont ça se passe c'est assez simple, c'est-à-dire que la 2R va dire ok, donc pour finir cette saison vous aviez présenté des projections, un bilan, vous y êtes pas et donc nous on projette par rapport à vos chiffres d'aujourd'hui une situation sur l'année prochaine très pessimiste, c'est comme ça que fonctionne la 2R, donc avec peut-être un niveau de perte de 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions, j'en sais rien. Et là, il faut qu'avant que la saison commence, l'actionnaire ait donné les garanties sur la viabilité financière. Puisque la 2R, ce qu'elle veut surtout pas, c'est qu'il y ait un club qui explose en pleine saison et qui vienne fausser complètement le championnat. Un peu comme on a eu chez nos amis anglais, voilà, et un peu comme on l'a trop souvent quand même dans les clubs qui vivent un petit peu quand même dans le rouge d'une manière un peu récurrente, que ce soit d'ailleurs en top 14 ou en Pro D2, et saluons ceux qui gèrent très très bien leur club, mais c'est pas facile aussi, les temps sont difficiles économiquement, donc c'est vrai que c'est pas facile de générer du partenariat. Ouais, et puis au-delà de ça, pardon de te couper, pour finir, mais si on se rend compte que les clubs sont obligés à la surperformance. On se rend compte que les clubs qui sont à l'équilibre, c'est Bordeaux qui fait des saisons quand même exceptionnelles ces derniers temps, une affluence moyenne énorme, une finale de championnat, des phases finales de Champions Cup. C'est Toulouse qui est double champion en titre l'année dernière. Donc il y a quand même les clubs qui gagnent de l'argent sont en général ceux qui surperforment. C'est quand même un modèle difficile et dur à tenir, à rendre pérenne. Effectivement, les joueurs de Béziers, tiens, Philippe Smanguero, qui montent. Toi, quand même, dont le nom est associé à Narbonne, quand même, historiquement. Ouais. Non, mais les joueurs de Béziers qui montent au créneau pour soutenir Pierre Caillé, remercié par sa direction. On rappelle que Béziers est arrivé à égalité de points avec Montauban, mais ne s'est pas qualifié dans les 6 derniers, à l'issue, le week-end dernier, de la phase régulière. C'est assez rare, quand même, de voir les joueurs monter au créneau pour un coach. Ouais, c'est assez rare et honnêtement, ça fait quand même du bien dans ce rugby professionnel parce que c'est pas facile de la part des joueurs de monter au créneau comme ça. Ils l'ont fait quand même de façon groupée. Donc voilà, ils ont dû se donner du courage entre eux. En tous les cas, moi je trouve le geste plutôt joli. C'est vrai que la situation à Béziers elle est quand même assez complexe parce que on a eu l'impression quand même à l'arrivée d'Andrew Mertens, de Bobby Schinskat et du consortium financier qui a récupéré le club dans les discours au départ d'avoir des gens qui avaient vraiment la volonté de piloté par Eddie Jordan, décédé depuis. Voilà, piloté par Eddie Jordan, décédé depuis, c'est pas neutre je pense dans la suite des événements. Mais c'est vrai que ce qui est un peu surprenant c'est la forme un peu de tout ça. C'est vrai que Pierre Caillé a été un élément très important de la restructuration de ce club de Béziers qui a retrouvé quand même les sommets de la Pro D2, l'adhésion à son public et voilà, sur la forme il y avait quand même peut-être plus élégant à faire, donc l'attitude des joueurs est plutôt louable.
Oui, effectivement, à souligner. Et puis un extrait de cette lettre quand même. Notre entraîneur n'est pas un simple technicien de passage, il est l'un des nôtres. Il incarne l'identité biterroise dans ce qu'elle a de plus authentique, le travail, la passion, la fidélité. On espère en tout cas que Pierre Caillé rebondira. On le félicite quand même pour le travail effectué toutes ces saisons, puisque je crois que ça a duré 5 saisons pour le technicien qui était aux commandes de l'AS Biterroise. Voilà. Et puis surtout, on espère pour les joueurs que l'avenir sera rose en rouge et bleu du côté de Béziers. On va se retrouver dans un instant, bien sûr, pour continuer dans les vraies voies du rugby avec Philippe Spanghero, bien sûr, avec vous, 0826 300 300, et avec nos invités. On va parler de cette lutte pour le maintien qui, après ce week-end, sourit au Stade Français, mais pour combien de temps? On va en parler sur la radio du rugby, sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voies du rugby, la lutte pour le maintien, bien sûr, on va en parler dans un instant, bien sûr, avec Philippe Spanghero. On se remémore quand même les temps forts de ce week-end, Philippe, quand même, avec la victoire du Stade Français 31-30, la défaite, victoire in extremis, on va y revenir, mais la défaite de Perpignan assez large 31-13 à Clermont, victoire bonifiée des Clermontois, et la défaite aussi sur le fil des Vannetais à Bayonne 38-32. Les Vannetais, quand même, quand on se remémore le drop encaissé sur la Sirène la semaine d'avant contre La Rochelle et cette fin de match à Bayonne, où ils ont pris quand même une succession de pénalités qu'ils ont joué à la main, ils ont voulu enfoncer le clou plutôt que de prendre un point de bonus. Voilà, c'est avec le recul, ils ont bien joué les Morbihanais ou pas? Avec le recul, on peut se poser la question parce que quand on revient un peu plus loin sur cette saison des Vannetais, on regardait un peu ce qui se passe en fin de classement et c'est l'équipe du bas de tableau qui a été capable d'aller chercher le plus de points à l'extérieur. Donc ça montre quand même une forme de caractère et quelque part une équipe conditionnée pour assumer son statut dans ce top 14. Vannes est allé gagner chez des gros, à La Rochelle quand ça allait pas très bien, au Racing certes quand ça allait pas très bien aussi, mais c'est 8 points à l'extérieur sur des victoires. Ils ont pris 2 points de bonus défensif. Et quand on se remémore, Vannes, si toutefois il devait redescendre, en repensant à cette saison, il y a plein de moments comme celui que tu évoques qui leur reviendraient en mémoire. Ouais. Il y aura peut-être ce point de bonus défensif qu'ils auraient pu prendre à Bayonne avec cette pénalité en fin de match, mais il y a surtout un tournant très fort dans la lutte pour le maintien, c'est ce match nul concédé sur leur pelouse face à Perpignan. Ouais. Parce que quand on regarde tout ça, avec 10 points pris à l'extérieur, ils prennent pas la victoire chez eux contre un concurrent direct qui est Perpignan. Ils prennent pas ce point de bonus contre Bayonne. En tous les cas, ils pourront pas regretter d'avoir joué leur va-tout. On a eu le débat samedi après le match et Johan disait ouais mais ils savent qu'ils ont besoin d'une victoire. Il faut qu'ils fassent un coup donc ils jouent le tout pour le tout. Mais il y a peut-être encore temps. Il est peut-être encore temps pour les Vannetais d'être dans le calcul. Il reste 3 matchs et ce point pris contre Bayonne, il pourrait compter. Oui, effectivement, ce point pris contre Bayonne. Le Stade Français, quand même, qui s'impose in extremis. On rappelle cette pénalité de Zach Henry de 40 mètres. Bon, déjà, sur l'arbitrage. Est-ce que, par exemple, monsieur Ramos, là, qui ne siffle pas carton jaune sur Daku Waka, sur un geste, voilà, il n'y a même pas de faute. Toi, ça te semble normal ou pas? Parce qu'à ce moment-là, les Parisiens peuvent se retrouver à 14. Hein. Ouais, à ce moment-là, ils peuvent se retrouver à 14. Alors, il y a eu, je l'ai dit samedi, il y a eu quand même sur ce week-end-là pas mal de discussions, de décisions arbitrales discutables. Il y en a eu un peu sur tous les terrains et il y a tellement de tension là sur cette fin de parcours qu'en fait, elle coûte peut-être plus cher qu'à d'autres moments de la saison. Et il y a des faits de jeu qui posent question. Alors celui-ci en fait partie, mais il y a aussi, on a eu le débat sur l'essai refusé aux Parisiens. Avant, est-ce que légitimement on pouvait refuser cet essai au Stade Français qui aurait quand même là pris le large et puis peut-être pu tuer le match après avoir encaissé un 14-0. Donc ouais, il y a eu des décisions favorables, des décisions défavorables, mais je crois pas que ce soit un tournant du match. Ouais, le Stade Français qui aura 2 matchs à disputer, un déplacement à Clermont lors de la 25e journée et la réception de Castres. Aujourd'hui, ils sont 12e, ils ont un point d'avance sur Perpignan, 5 sur Vannes. Est-ce qu'ils vont rester accrochés à cette 12e place? Est-ce qu'ils vont se maintenir? Et si oui,
Déjà, est-ce que tu penses que ça sera eux, les Parisiens, qui seront les 12e au vu des calendriers des deux autres? On rappelle les calendriers de Perpignan. Perpignan va aller à La Rochelle, va ensuite recevoir Toulouse. Ça, c'est pour les Catalans. Et les Vantais, ils vont recevoir Pau et ils vont aller à l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, mais c'est vrai que Perpignan paraît assez en difficulté. On en parlait tout à l'heure, surtout avec la contre-performance du Stade Toulousain aujourd'hui. Parce que le problème du Stade Toulousain, c'est cette gestion de fin de saison. On sait que c'est toujours très difficile d'aborder ces matchs de phase finale quand t'es pas passé par les barrages. Enfin, je suis pas dans la tête d'Hugo Mola, mais à la place d'Hugo Mola, je mettrai ma très grosse équipe pour les derniers matchs de championnat. Ils ont plus la Champions Cup. Il faut qu'ils trouvent des automatismes avec leur équipe type. Et Perpignan, c'est leur dernière cartouche avant une demi-finale avec 15 jours sans jouer. Donc, on a eu le débat. Johan dit oui, c'est pas grave, 15 jours sans jouer, sur la fraîcheur, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Donc, je pense que Toulouse va avoir besoin de se rassurer. Et c'est pas très bon signe pour Perpignan. Donc, c'est vrai que sur le papier, c'est Perpignan qui paraît en ballottage un peu défavorable. Le Stade Français, par contre, je trouve que sur ce week-end, ils ont retrouvé une forme de confiance collective. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en feront, mais en tous les cas, quand tu vois ce Stade Français là sur le premier quart d'heure où tu te dis après 0-17, tu te dis ils sont en train d'exploser complètement. Ce caractère collectif pour revenir, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans cette équipe, et donc je pense que c'est de nature quand même à nourrir la confiance et à leur faire croire en eux pour la fin de saison. Donc sur les dynamiques, c'est Perpignan qui paraît un peu plus en difficulté. Oui, effectivement. On a senti quand même dans ce Stade Français aussi l'impact quand même de notamment Barré, Léo Barré qui est rentré, l'international du Stade Français. On a senti quand même qu'il a apporté quelque chose, que ça fait partie de ces joueurs aussi qui sont importants dans ce Stade Français, qui est très friable, qui on sent n'est pas en confiance dans son jeu, qui est quand même en difficulté dès qu'il faut construire un petit peu. Hein. Ouais, alors je pense que il a rassuré ses coéquipiers sur le terrain, il a fait un match sérieux, mais au-delà de ça, c'est vrai que dans les discours, il y a eu Jérémy Ward cette semaine, il y a eu Léo Barré, on sent quand même des joueurs qui ont très envie de mouiller le maillot, quoi. Donc dans l'attitude aussi, sur le comportement et l'attitude générale, ça fait quand même partie des leaders de vestiaire. Léo Barré est devenu international, Jérémy Ward est un des cadres de cette équipe, donc je pense qu'ils apportent aussi cette forme de confiance, je sais pas, mais en tous les cas de volonté, d'énergie nécessaire à cette équipe pour se sauver, quoi. Oui, effectivement. À noter aussi le retour de Mathieu Irigoyen, qu'on n'avait pas vu depuis la première journée, qui a refoulé les terrains, certes synthétiques du Stade Français, mais en tout cas, ça a débouché sur cette victoire 31-30 face aux Lyonnais. Les Lyonnais qui ont peut-être laissé envoler leur qualif pour le top 6, parce que là, ça pose question. Alors, on passe de la lutte pour le maintien, pour la lutte pour le top 6, mais enfin tout est interconnecté dans ce top 14, mais c'est vrai que du coup ça fait débat quand même sur ce petit point qui manque, sur la gestion de la semaine dernière face à Pau. À domicile face à Pau, mais ça fait partie de ces gestions de fin de saison, surtout pour des équipes qui jouent sur deux tableaux, parce que malgré tout, si c'est pas la Champions Cup, c'est la deuxième Coupe d'Europe, elle est quand même prestigieuse. Elle a gagné quand même en prestige ces dernières années, cette deuxième compétition. Elle offre une qualification pour la Champions Cup. Elle offre une qualification directe pour la Champions Cup, peu importe le résultat en championnat. Et donc, pour cette équipe lyonnaise, quelque part, accrocher un trophée aussi prestigieux, ça marque une étape franchie. Donc, ils sont obligés de le jouer à fond. C'est une finale à jouer. Et donc, en face, ils ont peut-être pas la profondeur de banc pour gérer les deux tableaux. Donc, ils ont fait des choix. En tous les cas, je pense que Pau, c'est une vraie contre-performance. Ils pensaient malgré tout qu'avec le turnover, ça allait passer. Et donc, ils sont allés à Paris pour chercher des points. Et donc, c'était un bon test pour Paris. Mais pour Lyon, c'est vrai que là, je pense qu'ils ont quand même laissé filer des points précieux sur la fin. Puisque si on parle des dynamiques dans le top 6, il y a un cas
Castres, Clermont qui va coûter très cher pour la dernière place qualifiée. Ce sera samedi. Ce sera samedi. Bayonne a assuré sa place. Et puis, quand on voit à quel point La Rochelle s'est transformée en 3 matchs, La Rochelle est l'outsider le plus sérieux. Voilà, Johan Huget, force est de constater, avait raison avant tout le monde. Qui connaît un petit peu le rugby. Du coup, il nous boude ce soir. Mais c'est pas grave. Il connaît mieux le rugby que les connexions. Je l'ai eu un instant, il m'a dit attends, j'ai un problème de connexion. Voilà. Si vous voulez tous les secrets. Eh ben c'est ça aussi. Attends, regarde. Derrière mon dos, s'il vous plaît. Bam, on parle de lui, il arrive. Arrêtez de parler derrière mon dos, je vous entends très bien. Ah, Johan, C'est tiens. fou, ça suffit qu'on tourne le dos. Ouais. Et vous me parlez derrière moi. T'as Comme ça, tourné c'est le dos quand même incroyable. 23 Ça m'étonne minutes. pas de On a eu le temps d'en dire des trucs quand même. Et tu sais que quand même, je vous entends, hein. 23 minutes de retard, c'est une amende. On va en parler dans un instant avec Anthony Bello qui sera notre invité, bien sûr. Mais enfin, a priori, dans la vie des groupes comme ça, voilà, il y a du retard, il y a une amende. Mais enfin bon, l'amende, voilà. Tiens, juste pour clôturer ce petit chapitre maintien, si tu devais parier ta trottinette électrique, Philippe, toi, je mets pas la maison cette fois-ci. Je dis pas Ni non la plus voiture. le SUV, parce que c'est pas le pire. mais en tout cas, la trottinette électrique, tu paries sur qui? Franchement, c'est très compliqué parce que j'en parlais tout à l'heure, honnêtement, quand on voit la saison de Perpignan à domicile, on a du mal à se dire que potentiellement c'est cette équipe qui va descendre directement parce qu'elle a paru quand même sûre d'elle et forte sur ses bases. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde ce qui s'est passé à l'extérieur, t'as un Vannes qui va chercher 10 points à l'extérieur et t'as une équipe de l'USAP qui va en chercher 2. Et les 2 seuls points qu'elle va chercher à l'extérieur, c'est un match nul à Vannes. Donc, force est de constater que l'équipe qui a eu le plus de difficultés en déplacement, c'est l'USAP. Et que malheureusement pour eux, sur cette fin de parcours, prendre le stade pour finir sur un match qui va sans doute être la décision finale pour le maintien, c'est compliqué. Donc dans le contexte et la fin de calendrier, c'est pour moi l'USAP qui est en plus grand danger. En ballottage défavorable. Tiens, Johan, sur ce point, il faut te mouiller là. C'est une phrase. terminé, sinon tu fais comme tu 14e, veux, t'emmerdes 13e, pas. 12e, le tiercé, avant qu'on passe à Anthony dans un instant. 14e Perpignan, 13e Vannes. D'accord. Mais là, c'est le cœur qui parle, c'est pas la raison. J'ai D'accord. envie. D'accord. Le cœur, très bien. En tout cas, on suivra ça. Enfin, le cœur pour Vannes, parce que je trouve que Ah, c'est d'accord. vrai, Je c'est pensais une belle équipe. contre Perpignan, parce que c'est pas très sympa de mettre Perpignan 14e. Je vous vois. Je vous vois Bon, venir. merci. Bon, on va se retrouver dans un instant, bien sûr, pour Ouais, dans moins d'une minute. accueillir Anthony Bello, qui sera notre invité. Avec lui, on va parler de Clermont, forcément, de Northampton, son futur, et donc de cette finale de Champions Cup qui se rapproche. Et puis, on parlera même de rugby à 7, parce qu'on a terminé l'émission de la semaine dernière en parlant d'Anthony, il ne le sait pas, peut-être, mais on va commencer avec ça. A tout de suite sur Sud Radio, la radio du rugby. 20h27 sur Sud Radio, la radio du rugby. Tous les lundis soirs, on parle rugby avec bien sûr les auditeurs, 0826 300 300, avec nos consultants, Philippe Spanghero, Yoann Huget, toute l'équipe Sud Radio, Quentin Cabanis, Quentin Fredon, tout le monde est là, bien sûr. Et surtout les invités. On est heureux d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Anthony Bello, demi d'ouverture de Clermont, international bien sûr, et futur joueur de Northampton. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, natif de quoi? De Montflanquin, en tout cas rubistiquement de Montflanquin. C'est ça, le plus beau village de France. Bon, mais voilà, et on est content de t'avoir avec nous. Je disais qu'on avait terminé l'émission de la semaine dernière avec toi, Anthony, parce qu'on avait eu Vincent Manta, voilà, qui est le directeur du pôle à Talence, près de Bordeaux, et qui nous parlait de son initiative sur le Seven au Pilat, et il disait que le Seven avait été important pour toi. Est-ce qu'il dit vrai ou tu veux le contredire? J'ai pris peur parce que vous avez fait le lien entre le Seven et moi. Je me suis dit, oh là, il doit y avoir un problème. Mais non, c'était évidemment de très bons souvenirs parce qu'on a commencé à en faire, en tout cas, quand on était à Bordeaux au Pôle Espoir. Et donc, c'était les premières années de 7. Et donc, ouais, ça a été une bonne chose dans la formation du joueur. Et de très bons souvenirs aussi, ouais, parce qu'on parle du pôle, mais on l'a aussi fait du coup avec le SUA à l'époque où j'étais à Agen, et ça rappelle de bons souvenirs. Et en termes de rugby, physique, technique, c'est une très belle école de rugby, ouais. Voilà, bon, il y a eu bien sûr Montflanquin, je le disais, il y a eu Agen, il y a eu ensuite Toulon dès 2014, et puis Clermont, 3e saison. Là, tu es à l'arrêt là pour une blessure. Où t'en es, Anthony? J'étais arrêté pendant quelques semaines, j'avais une petite déchirure au niveau de l'ischio-jambier gauche, donc je m'étais fait ça contre Toulon
voilà, sur un plaquage où je me suis retrouvé un peu mal positionné. Ça a pris quelques semaines d'arrêt. Là, j'ai repris l'entraînement à 100% cette semaine. Un truc qui nous est jamais arrivé, une déchirure sur un plaquage. Enfin bon, c'est bon. Je te présente pas Johan et Philippe. Johan Huget avec Anthony. Je crois que vous êtes un peu fréquentés. Est-ce que Anthony, juste avant que Johan intervienne, est-ce que Johan était aussi en retard aux réunions joueurs avec les Bleus? Il y avait un peu moins de trajet, donc il était à l'heure. Donc il y avait une grève apparemment aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais bon, si ça arrive une fois, ça va. On l'excuse. Johan. De toute façon, quand c'est pas récent et que tu mets du fait, vous le relevez, donc c'est bon signe. Ça me pose pas de problème. Bon. Mais en tout cas, non, salut Anthony. Il y avait une question pour toi. Est-ce que tu penses que vous êtes capable d'accrocher cette 6e place ou au fond de toi, tu penses que ça va être quand même compliqué? Bah déjà, ça va être ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer la carte à fond. Hein. On a été pendant une bonne partie de la saison dans les 6 premiers, donc on avait vraiment envie d'y rester. Après, je vous entendais un peu discuter tout à l'heure et le match de samedi là, qui était reporté va être évidemment déterminant. On va jouer 2 concurrents directs sur les 3 derniers matchs et les 2 à l'extérieur, donc c'est sûr que ça va pas être facile, mais bon, voilà, ça dépendra de nous, quoi. Si on arrive à décrocher des résultats, on sera en une bonne position. Mais ça va être dur. Philippe Sponguero avec Anthony Bello, notre invité dans les vraies voix du rugby, l'ouvreur de Clermont. Ouais, salut Anthony. Alors bien sûr, il reste une fin de saison à faire importante pour bien quitter Clermont, qui aura quand même été un club important pour toi. Mais il y a cette nouvelle avec cette signature à Northampton. C'est un club qu'on regarde forcément, plus particulièrement ces dernières semaines, parce qu'en début de saison, on les attendait pas forcément à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a décidé? C'était une volonté d'étranger pour, quoi qu'il arrive, voir autre chose, et donc Northampton est arrivé dans cette réflexion-là, ou c'est vraiment une proposition de Northampton qui a décidé le fait que tu quittes la France? Il y a eu un petit peu tout qui s'est mélangé. Donc c'est vrai que je suis arrivé, bon, j'étais en fin de contrat cette saison, donc dès le début de saison, on s'est mis un petit peu à la recherche d'un club et j'avais toujours eu au fond de moi cette envie d'aller, si j'ai l'occasion un jour de pouvoir le faire, d'aller évoluer à l'étranger. Donc j'avais pas forcément de pays en tête, mais en tout cas de vivre l'expérience à la fois culturelle mais aussi rugbystique. Je me suis toujours intéressé aux joueurs étrangers qui pouvait y avoir au sein de l'équipe dans laquelle j'ai évolué, que ça soit à Toulon, que ça soit à Clermont. J'ai toujours eu un très bon feeling avec ces personnes-là. J'essaie toujours de m'inspirer de leur culture, de leur façon de voir les choses, de jouer au rugby. Et aussi pour m'ouvrir un peu sur ce qu'on a la chance de faire, un métier où il y a tellement de nationalités, tellement d'enrichissement, de développement personnel qui sont possibles au travers de ces expériences-là, que j'avais toujours eu cette idée. Et donc au début de saison, on a un peu évoqué le marché. C'est vrai qu'en top 14, c'était un peu fermé et tout. Et puis je me suis dit peut-être que ça serait le bon moment d'explorer. Et donc on a exploré un peu la piste de manière un peu plus profonde. Et donc il y avait des clubs qui étaient à la recherche. Et donc j'ai appris que Northampton allait potentiellement chercher un 10. Donc on a fait la démarche et ils ont été très réceptifs à l'approche et au projet commun qu'on pouvait avoir tous les deux. Et donc on a avancé doucement mais sûrement, et puis on est arrivé à un accord, et je pense que c'était voilà, ça a super bien matché, quoi. On a fait la visio avec les coachs, tout ça, on a un petit peu échangé, et ça s'est fait vraiment vraiment naturellement, et puis on a vu qu'ils sont montés en puissance au fur et à mesure de la saison, donc ça a fait un peu la petite histoire, la belle histoire de cette fin de saison. Donc, mais voilà, ça fait maintenant déjà plusieurs saisons qui sont en place et qui tournent très bien, même si cette année ils ont eu un peu plus de mal en championnat. Mais voilà, le niveau qu'ils ont affiché en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui joue au rugby, qui est performante, et ça va être un super challenge. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Ça rajoute une forme de pression pour toi de les voir être finalistes de la Champions Cup, peut-être champion, on ne le souhaite pas pour l'UBB, mais d'arriver dans un contexte d'une équipe qui fonctionne aussi bien? Non, je pense que c'est même plutôt, je le vois plutôt comme une opportunité, en tout cas, justement de venir se greffer à un projet comme ça, avec une équipe qui a beaucoup d'internationaux, notamment la ligne de 3/4 avec beaucoup d'internationaux anglais. Il y a eu 4 sélectionnés pour la tournée des Lions britanniques. Donc moi, je le vois plutôt comme une opportunité, justement, d'enrichir, moi personnellement, mais aussi d'enrichir mon rugby,
quand on voit le jeu qu'ils proposent et tout, on se dit que ça doit quand même plutôt bien bosser à l'entraînement. Et du coup, il y a beaucoup de choses justement à tirer de cette expérience-là. Donc, j'y vais vraiment sur la pointe des pieds parce que ça va être un environnement qui est complètement nouveau. On connaît tous un peu l'environnement anglo-saxon, donc ça va être plutôt sympa à découvrir. Ce sera pas une mince affaire, mais voilà, j'y vais avec beaucoup de motivation et en tout cas dans l'envie d'apprendre et de me développer. Ouais. Ouais, les Saints de Northampton qui sont 8e en championnat. Jean-Baptiste Elisal nous disait ce week-end sur l'antenne de Sud Radio que l'UBB, pour l'emporter, devrait un petit peu jouer, on va dire, à la mode top 14, c'est-à-dire resserrer un peu les débats. Quelle est ton opinion, toi qui forcément les connais bien, parce qu'ils ont fait quand même du mal au club français en Champions Cup cette année, les Saints de Northampton. Ouais, nous on a été un peu, en fait on avait super bien préparé le match, on était vraiment prêts et c'est vrai qu'en fait je le redoutais parce que c'est une équipe qui, là je me suis engagé avec eux, mais c'est vrai que c'est une équipe où j'aime bien regarder les autres championnats, un peu ce qui se fait sur les autres équipes et notamment l'Angleterre, et c'est une équipe qui a été championne l'année dernière, qui jouait plutôt le haut de tableau sur les saisons d'avant, mais c'est surtout qu'elle a une équipe qui était hyper dangereuse offensivement. Et en fait, j'avais redouté un peu ce match-là parce que je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi encore à avoir ce déclic, un peu d'entamer cette dynamique positive en championnat. Et je me suis dit, ils vont tout mettre sur la Coupe d'Europe cette saison. Et bon, ça n'a pas loupé, on y est passé. On s'est dit qu'on était, on avait fait beaucoup de fautes et au final, on a vu le parcours qu'ils ont fait. Et au final, c'est pas un hasard s'ils en sont là. Donc, on a tous un peu fait les frais de ce jeu. Contre nous, ils avaient mis énormément de vitesse. Ils avaient joué beaucoup de ballons rapides, des lancements très propres. Ils ont été redoutables en contre-attaque sur la première mi-temps. Donc ouais, je pense qu'ils sont pas là par hasard, quoi. Johan, tiens, justement, sur la façon d'aborder cette finale de Champions Cup, comment tu les vois, toi, cette équipe des Saints de Northampton, et comment l'UBB doit s'y prendre? Comment je les vois, François, c'est surtout une équipe qui est remplie de confiance, avec une équipe assez homogène et petit problème les contrer et les amener en termes de possession dans leur retranchement. On a vu que le Leicester avait été en difficulté une fois qu'il était amené à défendre face à cette équipe qui attaque très très bien. Donc voilà, je pense que l'objectif pour l'UBB sera de tenir le ballon. Tenir le ballon, effectivement. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de failles quand même. Mais ils ont quand même pas mal de blessés. Ils ont pas mal de blessés, mais c'est vrai qu'à la fin, la fin de la demi-finale, le Leinster a tenu le ballon et malgré tout, ils sont restés costauds en défense, sans faire de fautes. Là, même le chauffeur de bus se mettait en travers. Je veux dire, quand tu peux quand même, tu domines le Leinster à Dublin et tout, tu es prêt à te sacrifier. Là, ils se sont drôlement sacrifiés sur la fin de match parce que c'était chaud, mais en tous les cas, c'est sûr, comme le disait Johan, forcément, tu fais le plein de confiance quand tu es capable d'aller faire tomber le Leinster chez lui en demi-finale avec une prestation aussi aboutie. Ouais. Il y a effectivement le numéro 8 Augustus blessé, il y a James Ram également blessé, en plus de Fairbank. Voilà, est-ce que ce sont des situations, on va dire des points, des détails qui peuvent compter dans ce duel Anthony Bello? Ouais, bien sûr, je pense que ça va avoir son importance, mais déjà si on regarde la composition aussi par rapport à la demi-finale, il manquait Furbank, il manquait l'autre ailier Slayton et tout, donc ils ont vraiment eu les ressources pour pallier ces absences-là, donc j'imagine qu'ils ont quand même un bel effectif et ils sauront s'adapter, mais c'est sûr que quand on voit aussi le niveau de Bordeaux jusque-là, ça va, voilà, tous les petits détails vont compter, surtout sur ce match-là, ça va être vraiment autant sur les demi-finales, chaque demi-finale, les équipes se connaissaient quasiment par cœur, quoi. Entre Leinster et Northampton et Bordeaux et Toulouse. Et autant là, je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent un petit peu, mais qui se sont vraiment affrontées. Donc je pense que ça ne doit pas être évident de préparer le match. Encore plus avec quelques incertitudes comme ça. Mais bon, voilà, ils ont, comme a dit Yoann, ils sont pleins de confiance et tout. Donc j'imagine qu'ils vont réussir à trouver des solutions pour pallier à ces absences-là. Ouais, on peut l'espérer. Qu'est-ce qui, tu le disais, ce déplacement de Clermont, c'était quoi, en 8e, hein, je l'ai plus. Ouais, là. 8e, en 8e. Ouais. Ensuite, c'était le Castres Olympique qui avait buté qui avait pris un petit peu. Ouais, qui avait buté. C'est vrai qu'on avait l'impression, en voyant le début du match des Clermontois, que la puissance de Clermont allait finalement faire la différence, mais la capacité de jouer des Saints avait fait la différence. Ils ont aussi
aussi ce volume qui est dur à tenir. Ouais, non, ils ont mis beaucoup de vitesse contre nous. On avait plutôt bien démarré, on avait marqué d'entrée. On avait pris le score et au contraire, on s'était dit que ça allait être un point important parce que on voulait pas leur laisser l'opportunité de marquer d'entrée. On savait qu'ils allaient mettre beaucoup de vitesse. Et sur un lancement de jeu, on avait vraiment identifié la vidéo. On a réussi à marquer d'entrée. On s'est dit, bon, c'est bon, on a passé ces 10 premières minutes, on est rentré dans le match et au final, ils ont réussi à marquer sur les 3 erreurs en première mi-temps. On fait 3 erreurs, 3 ballons rendus et on prend 3 essais en le PKH. Donc, mais de toute façon, on le savait, plus on monte de niveau, plus on arrive dans les phases finales, plus les détails et les cadeaux qu'on fait à l'adversaire, on les PKH. Et donc là, ça a été le cas et on sort à la mi-temps avec, je crois, une quinzaine de points d'écart, mais ça les avait reboostés, quoi. Donc, mais après en deuxième mi-temps, on a essayé de revenir, mais on a eu beaucoup de blessés aussi. Ça met beaucoup de difficultés au moral, mais bon voilà, ils ont tenu leur rang, ils ont fait le dos rond, ils ont réussi à prendre après le match par le bon bout et à imposer leur jeu et mettre beaucoup de vitesse. Donc c'était difficile à défendre, ouais. Grosse blessure de Fritz Lee notamment lors de ce match. Philippe, avec Anthony Bello, Philippe Spanghero. Anthony, une dernière question, parce qu'il reste donc cette fin de saison à faire avec Clermont, avec en ligne de mire potentiellement le top 6, des phases finales. Tu auras passé 3 ans. 3 ans, c'est long et forcément, chaque expérience nous fait grandir. Qu'est-ce que tu retiens principalement, si tu dois retenir un ou deux éléments clés dans ton évolution personnelle que tu auras amené Clermont, c'est quoi ? Déjà, la découverte, je sortais de 8 saisons passées à Toulon et c'était le bon moment pour moi de partir. J'avais pris cette décision-là et le projet de Clermont m'avait beaucoup intéressé. Je suis arrivé, j'ai retenu que le fonctionnement des deux clubs était complètement diamétralement opposé en termes de culture, où on était à l'époque un peu à Toulon, où c'était encore un peu chaud, il y avait pas mal de mouvements et tout. Et je suis arrivé ici où c'était très calme, très pro, très carré. Donc, c'était déjà un beau changement et ça m'avait vraiment marqué quand j'étais arrivé. En tout cas, Clermont était fidèle à l'image qu'on pouvait avoir de Clermont. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand même aussi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'être dans un club où c'était assez bouillant, il y avait beaucoup de ferveur. Mais j'ai aussi appris à découvrir ce fameux stade Michelin qu'on parle souvent en tant que joueur, le déplacement. On se dit, c'est quoi les plus beaux stades en France où on aime jouer à l'extérieur, et c'est vrai qu'il y avait toujours quand même le stade Marcel Michelin qui revenait, et d'avoir pu le vivre de l'intérieur avec la Yellow Army sur un guichet fermé et tout, c'est quand même des choses qui moi m'ont marqué et dont je me souviendrai. Ouais. Johan, toujours avec Anthony Bello, Johan Huget. Non, mais pour finir, qu'est-ce que tu penses que ce choix Northampton, pour toi, qu'est-ce qui peut t'apporter, toi qui as connu l'équipe de France? Est-ce que tu penses que ça peut être un tremplin pour, on l'a vu avec Rabat, de revenir en équipe de France? On rappelle qu'Anthony n'a que 29 ans. Voilà, mais est-ce que tu penses que ça peut être un retour pour repartir en équipe de France et prendre un peu plus de maturité? Ouais, je pense que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais arriver vraiment sur la pointe des pieds. Ça va être un projet complètement nouveau. À la fois rugbystique, mais aussi et surtout sur le plan culturel. Je le vois vraiment comme quelque chose qui peut apporter un peu de nouveauté, tu vois, quand tu connais le top 14, que tu joues tous les matchs, tu as déjà fait beaucoup de matchs et tout. Moi, j'avais vraiment envie de découvrir autre chose, d'essayer pas de repartir de zéro, mais en tout cas de me servir de cette première partie de carrière, de toute l'expérience que j'ai pu engendrer, pour la mettre au bénéfice d'un projet complètement nouveau. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu cette opportunité d'aller à l'étranger, donc je suis à fond. En tout cas, je vais essayer de mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre au sein de cette expérience à Northampton, et tout en apprenant aussi la nouveauté qui va m'attendre là-bas pour essayer de le développer, voilà, humainement, mais aussi en tant que rugbyman. Donc, je le vois un peu comme un espèce de passage de témoin entre cette première partie de carrière où il y a eu beaucoup de matchs en top 14, il y a eu des sélections et tout, et puis cette deuxième partie où je la démarre par un projet complètement nouveau, dans un environnement complètement nouveau, et tout en ayant un peu ce bagage derrière moi. Donc, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai hâte. Mais tu as toujours l'objectif de retourner en équipe de France? Quand on a goûté une fois, c'est... Tout le monde a envie, et surtout que, nous, on a connu une période où c'était peut-être un peu moins
comment dire, difficile. performant, c'était un peu plus difficile. Mais donc là, forcément, quand on les voit gazer comme ça et tout, on s'est dit putain, j'aimerais bien mettre moi le maillot, être dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin, il y a beaucoup de choses à reconstruire avant. Donc on se ferme jamais je suis pas quelqu'un qui se ferme les portes, mais je suis pas non plus quelqu'un qui a envie de brûler les étapes. Et je sais qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et donc je compte sur cette aventure dans Northampton pour se relancer, faire quelque chose de vraiment compétitif, quoi. Quentin Cabanis avec Anthony Bello. Ouais, bonsoir Anthony, tu parles d'arriver sur la pointe des pieds. À ton poste, il y a un sacré client, c'est Finn Smith du côté de Northampton. Toi, tu arrives là dans l'impôt pour jouer titulaire ou pour faire la doublure justement de Finn Smith? On m'a posé beaucoup de fois la question. Ça a été une question qui est beaucoup revenue, mais tu vas le croquer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais arriver dans un environnement qui va être nouveau, donc je pense pas qu'arriver clamer haut et fort que tu vas prendre la place de Finn Smith, ça soit forcément une bonne chose. Aujourd'hui, si on parle de Finn Smith, c'est le 10 titulaire depuis 2-3 saisons. Il est maintenant titulaire en Angleterre. Il était prévalé en Britannique. C'est lui qui a mené l'équipe au titre en championnat l'année dernière, qui a mené l'équipe brillamment jusqu'en finale de Champions Cup. Donc pour moi, c'est un des tout meilleurs en ce moment. Il est en pleine forme, c'est un des tout meilleurs en Europe. Donc je pense que j'aurais beaucoup à apprendre aussi de ce mec-là et de sa façon de jouer, de sa façon de voir le rugby. Donc je vais évidemment, il partira avec les Lions britanniques, donc il y aura sans doute une paire de matchs aussi à jouer. Nous, je sais pas s'il y a des doublons, le calendrier, je le connais pas encore là-bas, mais il y aura quand même une paire de matchs à faire. Donc ça va être une très belle concurrence, mais qui va avant tout aussi m'apporter, me servir. Donc c'est un beau challenge, mais maintenant de là à dire je vais arriver, je vais essayer de trucs, évidemment qu'on a envie de jouer tous les matchs titulaires si on le peut, mais au vu de l'environnement et du contexte, il y a d'autres choses aussi qu'on peut tirer, donc avant de clamer haut et fort quoi que ce soit. Est-ce qu'on se rend... visité les installations pardon François, tu as visité les installations, il y a le vestiaire aussi comme à Leicester, le vestiaire des cadres et le vestiaire des nouveaux et des jeunes, ou vous êtes tous ensemble? Non, j'ai pas visité. C'est vrai que je comptais un peu sur la fin de saison, mais il y a eu pas mal finalement de changements. Il y a eu ma blessure aussi qui a fait que je pouvais pas trop m'expatrier. Et puis au final, les semaines s'enchaînent. On arrive déjà sur la fin du championnat, donc je les ai vus de loin quand on a joué là-bas en 8e de finale, parce que c'était au tout début où j'étais en contact avec eux. Donc j'avais zioté un petit peu, mais je l'ai pas vraiment vu de l'intérieur. Est-ce que Louis, toi, François, est-ce que tu as appelé Louis Picamol, justement, c'était peut-être la question, Philippe, tu voulais, mais est-ce qu'avant tu t'es connecté? Je sais qu'il y avait eu Olivier Brouzet aussi, il y a eu, je crois, David Gérard également qui est allé à Northampton. Est-ce que tu as passé Philippe Franguero aussi? T'as passé Nicolas? Non, Harlequins. Harlequins, c'est vrai. Est-ce que tu as appelé Louis, par exemple, pour avoir 2-3 infos ou pas? Alors, je ne l'ai pas appelé directement, mais je me souviens qu'on en avait parlé quand on était justement tous ensemble à l'époque en équipe de France. Et donc, il nous avait raconté 2-3 trucs et j'en ai pas. On m'en a reparlé en plus là pendant les entretiens, les échanges qu'on a pu avoir. Il me disait, t'as vu Louis, quand il est venu, il a été nominé, il avait fait une super saison, donc ça peut être très bien pour toi aussi, tu vois, de venir et de le prendre comme exemple. Donc c'était un échange plutôt sympa. Mais je me souviens qu'il avait parlé en bien de cette expérience à Northampton, qui était par contre lui avait vraiment changé, lui avait fait découvrir un truc complètement différent. Et je crois qu'il s'était engagé sur du plutôt long terme, mais au final, ça avait basculé différemment. Mais en tout cas, je me souviens qu'il avait été nominé pour être le meilleur joueur, en tant que meilleur joueur de la saison. Je ne sais pas s'il avait été élu, mais en tout cas, il était nominé. Et donc, c'est un bel exemple à suivre. Ouais. Tiens, petite question économie. Normalement, c'est Philippe qui pose ces questions-là, mais on dit toujours que le top 14 et il y a plus de moyens pour les clubs que le championnat anglais. Est-ce que toi, tu as été obligé de faire des sacrifices? Je te demande pas ton salaire, hein, mais est-ce que tu as été obligé de faire des concessions? Alors ça, il est passé de 50 à 40. Par an. Donc du coup, non, tout le monde le sait, aujourd'hui le rugby anglais était en difficulté, ils sont en train de se reconstruire, donc c'est sûr que il y a une exode de joueurs anglais qui sont partis vers le championnat français, parce que la réalité économique est que le championnat anglais a moins de pouvoir et de moyens que le championnat français. Moi, aujourd'hui, à ce stade de ma carrière là, mon but c'était
j'ai vraiment vu ça comme une opportunité vraiment sportive et quelque chose que j'allais découvrir en tant qu'humain, quoi, vraiment en tant que truc, et donc je sais, j'ai dû faire des sacrifices, mais ça fait partie du jeu, et ce que je vais ce que je perds financièrement, tu le retrouves sur l'expérience humaine, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, l'expérience humaine est peut-être tout aussi riche que l'aspect financier. Donc ça faisait partie du jeu, mais bon, voilà, on a la chance aussi de vivre notre passion. Donc Deux dernières petites questions, Anthony. La première, c'est combien de fois par jour tu regardes la météo à Northampton? Même si tu habites à Clermont, j'imagine quand même que ça doit peser. Et la deuxième, c'est ton pronostic pour la finale. Est-ce que tu seras pour l'UBB ou pour Northampton? Ouais, pour la météo, je t'avoue que quand je suis parti de Toulon, je la regardais pas du tout. Je suis arrivé à Clermont, je la regardais pas du tout par habitude, et j'ai appris à la regarder. Donc je pense que je serai plutôt briefé sur ce point-là à Northampton. Et après sur la finale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que t'as le côté français. J'ai des copains qui jouent à l'UBB, avec qui j'aimerais qu'ils soient champions, mais d'un autre côté, j'ai aussi mon futur club et j'ai envie qu'il tourne à fond, quoi. Donc, je suis un peu partagé. Je vais simplement dire que le meilleur gagne. Ok, merci Anthony Bello d'avoir été avec nous, c'était super. Et la seule chose qu'on te souhaite, c'est que tu partes de là-bas avec ton surnom de King Anthony pour détrôner King Louis. Voilà, pour faire honneur aux Français. King Junior. Voilà, avec en plus peut-être une 6e place ou une phase finale à vivre avec Clermont. Pourquoi pas un petit drop comme ça, passer en fin de match, histoire de qualifier l'équipe, tu vois. Ouais, ça serait pas mal. Merci Anthony, à très bientôt en tout cas sur l'antenne de Sud Radio. On va suivre cette fin de saison passionnante pour Clermont. Dans un instant, on va bien sûr continuer cette émission avec Yoann Huget, avec Philippe Songuero, avec vous, 0826 300 300. On va parler de Toulouse qui a perdu 2 matchs lors des 3 dernières semaines. On n'avait jamais vu ça depuis je sais pas combien de temps, depuis la nuit des temps. Allez, à tout de suite, on va en parler. 20h50 sur l'antenne de Sud Radio. On se régale à parler rugby avec Yoann Huget, avec Philippe Songuero, avec vous au 0826 300 300, et on va parler de Toulouse qui a perdu samedi soir 37-35 contre le Racing. On en a parlé en début d'émission, j'ai donné ma position. Yoann Huget va dire l'inverse encore. Ça. Ouais, mais bon, c'est ce qui fait aussi le sel du débat. 37-35 bien sûr, et on est ravis en plus de Yoann et Philippe d'accueillir notre standard grâce à Aude qui est avec nous 0826 300 300. C'est ça. On accueille Douglas de l'E4. Bonsoir, Douglas. Salut Douglas qui est supporter de Toulouse. Salut les gars. Ah mais c'est obligé parce qu'à la proximité de Guinoves, ça le 4 quand même, faut faire attention. Oui. Ouais. On le croise tous les étés. Ouais. Voilà, écoute, voilà, j'avais envie quand même d'abord de commencer avec Yoann parce que moi ce qui m'a frappé, c'est la causerie de Hugo Mola à la fin de ce match 37-35. Ça arrive bien sûr de perdre, mais c'est quand même la 2e défaite en 3 semaines. Il y a eu les 50 points à Toulon. On sait la colère, et il l'a dit, du coach toulousain. Là, il a glissé quand même 2-3 trucs à ses joueurs. Vous allez prendre 8 jours, voilà, faites les soirées que vous voulez ou quelque chose comme ça, et on se retrouve, on a intérêt à se retrouver prêt en gros à l'entraînement. Comment tu as perçu ça, Yoann, et comment tu décodes les mots du coach en chef du Stade Toulousain? Comme tout le monde, on voit un entraîneur qui est agacé, qui n'arrive pas à sentir son équipe, encore frustré de la défaite face à Bordeaux, parce qu'il connaît le potentiel de cette équipe-là. Et quand cette équipe-là joue à son niveau, c'est vrai qu'elle est difficilement battable. Sachant qu'aujourd'hui, cette équipe-là, on pense que le Stade Toulousain joue à tout va, mais la force de Toulouse, c'est d'avoir une très bonne défense et une grosse défense. Sauf qu'aujourd'hui, cette équipe, elle prend 37 ou 38 points à Bordeaux. Elle en prend pareil face au Racing. Donc, je pense que les voyants qui sont alarmants aujourd'hui, c'est sur la défense. On sait le potentiel qu'il y a en attaque, mais sans mettre d'engagement en défense, on sent une équipe qui monte plus, qui ferme plus les extérieurs. Et là où Toulouse est fort, c'est sur les ballons de récupération. Et malheureusement, sans une grosse défense, ces ballons-là, ils les ont plus. Et c'est là, aujourd'hui, le réel problème de Toulouse. C'est de ne pas avoir ces ballons de récupération, de contre-attaque pour les exploiter pleinement. Et c'est ce qui doit agacer Hugo, que ce soit dans les rucks, parce qu'il a dit qu'ils n'avaient pas récupéré des ballons dans les rucks. Oui, il a même souligné qu'ils avaient perdu 7 ballons. Perdu 7 rucks, c'est sur quoi j'allais rebondir.
t'en récupères pas et t'en perds 7. Donc c'est normal d'en prendre 38 à la fin. Ouais, Douglas, ton regard, toi, sur ça, il veut dire quoi ce coup de gueule? Parce que voilà, il y a l'histoire des rucks, il y a l'histoire des soirées, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ces joueurs? À mon avis, il leur a dit, les gars, vous allez prendre une semaine, vous allez rigoler un peu, faire la fête, profiter un peu de la vie, puis pendant 2 mois, on va se mettre à fond pour aller chercher ce qui nous reste, c'est-à-dire le bouclier. À mon avis, hein. Ouais. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Toulouse, ils n'ont pas l'habitude de perdre. Là, ils apprennent un petit peu à perdre aussi, alors qu'ils n'aiment pas ça. Et moi, je pense que c'est aussi dans la défaite qu'on apprend. Et je pense qu'il va essayer de leur mettre un petit coup de pression en leur disant, les gars, on perd maintenant. On sait perdre, mais on va leur montrer qu'on sait encore gagner et on va leur montrer à tous qu'on va gagner. Ouais. Voilà, à mon avis, c'est un peu ça que je décode. Ouais, Philippe. Non mais moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'il y a des choses qui l'entraîneur reproche en fait à demi-mot à joueurs, notamment sur la rigueur, voilà quand il a évoqué cette histoire des faites les soirées que vous voulez ou quelque chose comme ça, voilà Vous pouvez m'expliquer les soirées. Oui. Vous pouvez m'expliquer les soirées. Donc ça veut dire que peut-être qu'après Bordeaux ils ont voulu faire une soirée entre eux, je sais pas, hein, ouais. mais c'est pas dans le sens où il manque d'hygiène et d'accord. Non, pas du tout. D'accord. C'est dans le sens où peut-être ils ont dû demander à sortir ou à faire une soirée entre eux, justement peut-être après une défaite pour se resserrer, se dire peut-être des choses et que il a essayé de servir de ce levier là pour les piquer. Mais aujourd'hui, ce qui est, enfin, il faut faire attention, c'est qu'il y aura plus trop de possibilités d'enchaînement de matchs. Il va y avoir Lyon et Perpignan. Derrière, il va y avoir le barrage. Et ensuite, les demi-finales. Donc, tu vois, pour trouver du lien et de la cohésion et du rythme. Ouais, sans compter que tu passes pas par la case barrage et tu as cette gestion des 2 semaines sans match de cassure. Donc, c'est ça le problème. Donc, on en a parlé la dernière fois et toi Johan tu disais c'est vrai que sur la fraîcheur finalement ces 2 semaines c'est pas très grave, mais au-delà de la fraîcheur il y a le gain de confiance et de repères collectifs. C'est ça, aujourd'hui les repères collectifs ils sont en manque. Est-ce que ça veut dire Douglas selon toi qu'à Perpignan Toulouse ira avec la grosse équipe lors de la 26e journée? Très sincèrement, habitant le cadre, j'espère pas. Mais je pense que oui, ils ont besoin de se rassurer, donc ils vont mobiliser tout le monde. Faut pas non plus oublier que, enfin moi de ce que je vois, devant contre le Racing, il n'y avait pas tout le monde. Ils sont rentrés en deuxième, en première il n'y avait pas tout le monde. Ils ont un peu fait tourner aussi, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas. Mais j'espère en tout cas, franchement, qu'à Perpignan ils vont faire tourner et qu'ils vont mettre la grosse équipe contre Lyon. Mais après, je sais pas. Il y a très peu de chance. J'y crois pas. Oui, il y a plus. Johan, il n'y a plus de gestion là. C'est ce que tu veux dire en fait. Non, en gros là. Non, là il y a 2 matchs et il va faire son équipe et là ils ont fait tourner, ils ont assez fait tourner. Et, ils vont rentrer du monde aussi qui seront en manque de temps de jeu. Et voilà, je pense à Thomas, je pense à Romain, à Paul Graou et ils ont besoin. Pitaki, voilà, il va y avoir l'armada là qui a besoin d'être rodée. Ouais, donc ce qui est surprenant quand même, c'est que quand on regarde un peu plus loin que cette défaite contre l'UBB, on a senti un Stade Toulousain pas complètement en maîtrise de son rugby sur les matchs de phase finale de Champions Cup notamment. Ça a été un peu poussif le match au Stadium d'abord en 8e et puis contre le RCT en quart. Donc ensuite il y a la défaite en demi. Il y a cette réaction contre Toulon et là on se dit ça y est, ils sont lancés. Et puis il y a ce scénario qu'on a vu 2000 fois Ernest Vallon où c'est un peu poussif en début de saison, le Racing marque vite et puis le stade en début de match, le stade remet la main sur le ballon et là la 25e tu dis bon ça va se passer comme ça se passe toujours à Ernest Vallon et il y aura 40 points. Voilà. Sauf que ça s'est pas passé comme ça et honnêtement c'est rare. C'est rare, surtout en n'ayant plus que ça à jouer, en ayant quand même une forme de pression, parce que malgré tout, l'équipe avait été un peu remaniée, mais quand tu regardes le 8 de devant aligné en première mi-temps, le Stade est allé gagner à Clermont, est allé gagner partout en France, avec une équipe bien plus remaniée que ça. Ouais. Ils ne s'est pas trompé dans la stratégie, Philippe. C'est juste ça. Ils ont voulu jouer à la baballe. Ils n'ont pas été d'une fois dans la pénétration, ils ont joué devant la défense, ils se sont fait croquer. C'est d'une fois que c'est un peu le tendon d'Achille de Toulouse. D'une fois que tu mets pas la marche en avant sur les avants, que tu prends pas un peu au cœur pour libérer de l'espace aux 3/4, ben c'est difficile d'exploiter le jeu du Stade Toulousain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les avants jouaient un peu devant, les 3/4 un peu moins dedans aussi.
Et ça fait un match mi-figue, mi-raisin et que tu contrôles pas en finale. Et où tu gardes contrôles pas, l'adversaire t'es là dans et le t'es match pas là, en quoi. permanence. Bon, messieurs, Exactement. Douglas, dernière petite question. Elle ne concerne pas Toulouse. Tiens, ce week-end, la Champions Cup, UBB Northampton, ton pronostic en un mot? On a perdu Douglas. Le cœur il est français, donc l'UBB, j'espère. Mais après c'est une finale, une finale ça se gagne, ça se joue pas. J'étais au Vélodrome l'année dernière contre Toulouse en finale du top 14 et ils n'ont pas joué. Donc j'espère qu'ils vont pas reproduire ça. Ouais. C'est tout. Johan? On va dire l'UBB, hein. On va dire l'UBB parce qu'on est français bien sûr, mais c'est du 45-55. Hein. Attention. Philippe? Ouais, je dirais même du 51-49, mais pour l'UBB, on est français, honnêtement, ils le méritent. Ils font quand même un travail remarquable ces dernières saisons et on est quand même un peu chauvin. Voilà, Quentin? Un peu. On va pas porter la poisson à dire l'UBB. Hein. Allez, ok. Eh ben, on verra ça. On sera bien sûr là-bas et on vivra ça sur Sud Radio. Tout comme on va enchaîner, bien sûr, les clés d'une vie avec Thierry Ardisson, qui est l'invité de Jacques Pessy. Excellente soirée sur Sud Radio. Merci. Salut, et messieurs. on se retrouve ce week-end.